Alors, je me présente. Alors, je suis Kawsar Khairdine. Je suis psychothérapeute et instructeur de base par la thérapie du réel. Je suis en master psychologie clinique en deuxième année. Et je suis spécialiste en difficultés d'apprentissage, plutôt en troubles d'apprentissage. Et aussi, je suis habilitée à faire des tests d'intelligence euh, pour les enfants et les grands qui en ont besoin. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de la thérapie du réel et de sa concrétisation en troubles d'apprentissage et aussi aux difficultés d'apprentissage. Quel est le lien? C'est ce qu'on va voir dans cette séance. Vous avez vu beaucoup de conférences avec mes collègues qui étaient très intéressantes et dont je remercie bien sûr. Euh, alors, on parle beaucoup de difficultés d'apprentissage et de troubles d'apprentissage. Et on dit, mais quel est le lien? Et c'est normal de se poser cette question, surtout les troubles d'apprentissage qui sont des troubles neurologiques et qui sont la spécialité, c'est ce qu'on sait en général de neurologues, de psychomotriciens, d'orthophonistes. Alors, comment on peut intervenir autant que consultant par la thérapie du réel ou psychothérapeute en ce domaine. Bien sûr, les difficultés d'apprentissage, on les connaît tous. Ce sont, c'est un, c'est une entrave à l'apprentissage des enfants. Et surtout les difficultés, c'est quelque chose qui a à voir soit avec des troubles psychologiques, un stress, une dépression peut-être qui nous laisse un peu en difficulté d'apprendre, c'est-à-dire d'acquérir les informations qui nous viennent de l'extérieur. Alors que les troubles d'apprentissage, ce sont en général des troubles neurologiques, c'est-à-dire qui sont plus difficiles à aborder, qui ont besoin d'un suivi et d'un accompagnement spécifique. Mais en général, les deux, ils se croisent euh, en général dans les troubles comportementaux ou les difficultés de comportement que ces enfants confrontent et plutôt qu'ils créent pour pouvoir se mettre à niveau avec d'autres enfants, c'est-à-dire plutôt se valoriser, se donner une image de personnes qui existent. C'est comment dire, c'est un combat d'existence en classe avec nos frères, nos sœurs, parce que comme on les connaît, les difficultés d'apprentissage euh, vont, ne vont pas pouvoir, comment dire, ils ne vont pas pouvoir intervenir en classe, quelque chose qui est très important dans la socialisation des enfants. Ils vont être pointus des doigts. Et on va dire comme quoi ce sont des enfants qui sont en laisse. Bien sûr, en général, ils vont peut-être être agressifs, peut-être être en retrait. Ce sont des enfants qui peuvent avoir une impulsivité qui fait que les enfants, même en jeu, dans la cour, ils vont être impulsifs et les enfants vont un peu prendre le recul. Alors ça, c'est une partie en, de savoir comment on peut, quel est le lien plutôt entre difficulté d'apprentissage et thérapie du réel. Alors, il faut passer par une définition de la thérapie du réel et de la théorie du choix. La théorie du choix, dans un premier temps, est une approche qui a été créée par William Glasser, euh, qui est un psychiatre américain et qui a créé cette thérapie à la fin des années 60
en 1960 avec l'avènement des thérapies cognitives et cognitivo-comportementales. Elle était elle était nommée un peu par la thérapie du choix et après ça, elle a été théorisée. William Glasser a pensé à la théoriser pour qu'on puisse, pour qu'elle soit un outil d'apprentissage à nos participants, Inch'Allah. C'est-à-dire, c'est une théorie et une approche dans l'essentiel et dans l'apprentissage de ces concepts. Alors, pourquoi j'adopte la thérapie du réel ou la théorie du choix? Car elle me semble en général plus explicative du comportement humain. Elle nous fait comprendre comment et pourquoi l'individu choisit tel ou tel type de réaction ou tel type de comportement. Dans un deuxième temps, comment on peut choisir en intervention ou une intervention auprès de cette personne. C'est-à-dire moi, autant qu'intervenant, comment puis-je intervenir auprès d'autres personnes, auprès de nos participants, auprès de nos élèves, auprès de nos enfants. Alors, je vais utiliser une analogie. William Glasser, pour expliquer la théorie du choix, il a un peu choisi d'utiliser l'analogie du thermostat. En général, on a tous, et peut-être pas, des thermostats, c'est-à-dire des climatiseurs. Alors, on sait que le climatiseur, il y a une température qui nous rend confortable, c'est-à-dire qui est plus prêt à nous rendre bien dans ce moment-là. Alors, lorsque le thermostat, lorsque plutôt la température diminue, alors il y a un signal qui vient nous dire, voilà, il faut baisser, il faut chercher de la chaleur. Et si la température, bien sûr, elle flanchit et elle grandit, il y a un signal qui nous dit, ah, là, il faut diminuer notre thermostat pour être plus dans une situation plus confortable. Alors, c'est un peu la TC, c'est-à-dire la théorie du choix. Elle est comme le thermostat, du fait que on part du fait que l'être humain est né avec des instructions génétiques, c'est-à-dire nous tous, on a des instructions génétiques qui sont appelées des besoins. Et ces besoins-là est une demande initiale, c'est-à-dire lorsqu'il y a des besoins, il y a un signal qui est suscité au niveau du cerveau et qui nous dit, là, il faut se comporter, il faut réagir. Il n'y a pas d'autre choix que de répondre à ces besoins. C'est-à-dire, puisque ce sont des besoins de base, comme ils sont appelés en théorie du choix, et qu'on connaît bien sûr aussi au niveau de la pyramide de Maslow, juste que c'est la différence entre la pyramide de Maslow et celle des besoins de la théorie du choix, c'est qu'ils ne sont pas hiérarchisés. C'est-à-dire que ce sont des besoins que la situation actuelle nous permet, ou ils sont là pour nous dire j'ai besoin de ça. Par exemple, la survie, l'appartenance, le pouvoir, le plaisir et la liberté. On va parler de chaque besoin. Alors, si on peut expliquer entre ces besoins, il n'y a pas un besoin qui est plus important que l'autre. Mais
plutôt celui qui est en souffrance, qui donne lieu à un signal de frustration. C'est-à-dire que moi, lorsque je suis en souffrance, c'est-à-dire lorsque je sens, j'ai faim, ou lorsque je veux boire, je sens que j'ai soif, ou peut-être que j'ai mal dormi la nuit. Alors là, on parle de besoin de survie. Et lorsque, par exemple, je me sens seule, lorsque je n'ai pas d'amis, je ne suis pas en couple par exemple, je ne me sens pas acceptée par les autres, là, je suis en souffrance du besoin d'amour et d'appartenance. Et qui est en ce moment-là une souffrance pour moi. Peut-être que j'ai besoin de pouvoir, c'est-à-dire de me sentir écoutée, de me sentir reconnue, suffisamment compétent. Alors là, on parle vraiment d'un besoin de contrôle, euh, d'un besoin de reconnaissance. Et ça, c'est le besoin de pouvoir chez William Glasser. On part vers le besoin de plaisir. Peut-être que j'ai besoin d'un nouveau apprentissage, de nouveaux défis, quelque chose qui va me permettre de me dépasser. Et enfin, un besoin de liberté, de prendre des choix et de faire des choix sans être jugé, avoir assez d'autonomie. Ces 5 besoins sont présents et nous commandent et nous obligent beaucoup à trouver une façon de les satisfaire. Ils sont universels et ils sont chez nous, tous. Mais quelle est la différence entre nous? Quelle est la chose qui va faire qu'on est des êtres spécifiques ou des êtres uniques? C'est surtout comment on va, la façon et la manière par laquelle on va subvenir à ses besoins. C'est-à-dire comment va-t-on se comporter pour satisfaire ces besoins qui sont de base, qui sont essentiels et qui nous commandent. Alors, William Glasser dit que tout le temps, alors on passe notre temps de notre naissance jusqu'à la fin de notre temps à se comporter. Et ces comportements sont, plutôt, ils répondent à un besoin de satisfaire ce qu'on a, de ce qu'on a parlé, satisfaire notre besoin de survie, notre besoin de plaisir. Alors, c'est-à-dire un peu de satisfaire nos vouloirs. Alors, en théorie du choix, on parle de vouloir, c'est-à-dire ce à quoi on veut tendre, les images qu'on a dans nos têtes pour arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire ces images idéales font qu'à un moment donné, on a besoin d'appartenir à nos parents, à avoir des amis, à peut-être réaliser un rêve qui nous tortille. Par exemple, pour des enfants en classe et surtout chez nous dans des thérapies, on va trouver qu'ils ont un besoin qui est réel d'être reconnus, d'avoir des amis. Ce sont des choses qu'ils vont dire. Ils vont dire comme quoi j'ai pas d'amis dans la classe, que mes difficultés d'apprentissage me rendent incapable plutôt de me réaliser et que les enfants voient en moi un ami. Et ça a été vraiment formulé par des enfants. C'est pas le cas de tous les enfants, mais c'est une souffrance auquel les enfants sont confrontés. Alors, juste que nos vouloirs, ils changent. C'est-à-dire que
Ça c'est le plus de la thérapie du réel et de la théorie du choix, c'est que nos besoins, ils changent à l'instant où on est là. Par exemple, maintenant, je suis peut-être dans un besoin d'appartenir à une communauté de la théorie du choix. Je suis dans un besoin d'être plus âgé. C'est un peu ça. C'est-à-dire, je suis en besoin de pouvoir. Alors, notre vie, ils vont dépendre de notre âge, de notre expérience, de notre environnement, de nos valeurs, de nos croyances. Le vouloir est quelque chose de malléable. La théorie de choix est le moment où l'intervenant va demander aux participants, par exemple, ce sont des questions qu'on pose. Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce qui est important, dis-moi ce qui est ce que tu veux être, par exemple. Alors là, euh, ce que le vouloir est une représentation idéale, comme on a dit Qubeyla, c'est une image qu'on s'est fixée à la tête, qu'on a créée par rapport à nos expériences, qu'on a créé par rapport à tout ce qu'on a fait dans notre vie. Peut-être que ça peut être, par exemple, euh, on va dire quelque chose comme ça, que mon image idéale, par exemple, d'un instructeur de base, c'est quelqu'un qui connaît toutes les... qui va pas, par exemple, trouver de la difficulté à trouver des exemples concrets, ou plutôt à expliquer facilement et simplement la théorie du choix. Par exemple. Et cette image que j'ai, c'est celle que je vais souhaiter tout au long de de cet entretien et de ce direct, de subvenir là et maintenant. Mais juste, je vais partir et je vais, comment dire, terminer ce live. Mon besoin peut-être va être d'appartenir à ma famille, être avec eux, parler avec eux, prendre du plaisir à leur parler. C'est-à-dire que ce besoin, il est ici et maintenant. Et ça, c'est le plus de la théorie du choix, qui est une théorie humaniste et elle fait partie un peu de la psychologie positive, qui parle de l'ici et maintenant, c'est-à-dire que, comme le dit William Glasser, tous nos problèmes, ils ont à voir avec le passé, avec notre passé, mais juste que la satisfaction de nos besoins ne pourra se faire qu'à l'instant X, où on est là. Je ne peux pas, par exemple, être contente, par exemple, de plutôt avoir du plaisir à informer et donner de l'information à des personnes hors ce live, par exemple dans mes rêves. Alors là, l'instant présent, il est très important dans la théorie du choix. Et c'est ce qui fait que le comportement qu'on choisit de faire est quelque chose qu'on peut évaluer. On peut passer avec le participant à évaluer ses comportements. Et c'est ce qui se passe dans ma séance avec les enfants que je reçois. C'est que on parle en premier lieu, avant de faire des exercices de concentration, de parler de sa difficulté, on prend le temps de créer le lien avec l'apprentissage. Avant de créer le lien, il y a toujours une grande phase entre nous. Et c'est ce dont parle William Glasser lors de nos par exemple, formations. Il est très important de passer par la création du climat, c'est-à-dire ce lien
le climat propice favorable à l'apprentissage. Et c'est de cela aussi que parle William Glasser dans son livre Tout élève peut réussir, la classe qualité. C'est comment créer un climat qui est et un environnement qui est propice et favorable à l'apprentissage, qui laisse nos enfants qui sont, par exemple, dans une séance, dans notre maison, dans l'école, capables et de reconnaître leurs besoins, de les satisfaire. C'est-à-dire, ma séance, c'est une sorte de boîte à satisfaction d'un besoin de réalisation. Alors, la première étape, par exemple, par laquelle je passe avec ces enfants, c'est de déterminer leurs besoins, c'est-à-dire ce qu'ils veulent. Parce qu'en fin de compte, les enfants n'ont pas le choix, n'ont pas eu le choix de venir me voir. Plutôt, ils ont été obligés, soit par l'école, soit par les parents. Même si ces enfants, en eux-mêmes, ils savent qu'ils ont une difficulté d'apprentissage. Ils veulent ne pas avoir cette difficulté, ils veulent la dépasser. Et moi, je suis un moyen pour eux d'arriver à ce qu'ils veulent. En fin de compte, et pardonnez-moi, mais je crée une perception chez ces enfants. J'essaie avec eux, avec le lien que je fais avec eux, que je tisse avec eux, d'être une image de qualité dans leur cerveau, dans leur monde de qualité. C'est-à-dire que lorsqu'ils feront leur besoin de réaliser un exercice chez moi, ils vont pouvoir se rappeler ça en école, dans l'école, et ils vont pouvoir chercher cette image et peut-être se voir plus capable de faire valoir leurs compétences en classe. Et c'est un peu ça. Alors, le tissage de liens ou la création de liens et un climat qui est propice à l'apprentissage peut prendre dans une séance ou dans une thérapie, des séances de thérapie TCTR, peut prendre une, deux, trois séances. L'important, c'est pouvoir accéder au vouloir essentiel ou le vouloir spécifique auquel tend l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut au juste? Est-ce qu'il veut juste être ami avec les autres? Plutôt poser la question qu'est-ce que représente pour toi réussir? Par exemple, il va dire que avoir une bonne note. Par exemple, c'est quoi une bonne note pour toi? Avoir 10. Ah. Est-ce que 8, c'est pas une bonne note? Il va dire oui. Peut-être que c'est une bonne note. Mais, pour mes parents, 8 est bien. Mais 10, ils sont très contents par le 10. Alors là, on est dans un plus, pas dans un besoin de pouvoir et de satisfaire un besoin de pouvoir et d'appartenance à des amis, mais plutôt un besoin d'appartenance, d'amour par rapport à ses parents. Alors, en général, c'est pour cela qu'on a dit que les images du monde de qualité est un peu le fruit de notre expérience, de notre vie, de nos notes, des expressions d'images de nos parents, de l'institutrice qui est bien sûr, sans mentir, une image du monde de qualité d'un enfant. C'est-à-dire cette lueur que voit l'enfant dans les yeux d'un prof
lorsque un enfant a 10 ou 8, il est approuvé, encouragé, il est applaudi, il veut aussi avoir réaliser cette image. Et comment dire, حاجة مشروعة. Alors, euh, oui, ce que la théorie du choix aussi et les formations en thérapie du réel, euh, comment dire, donnent, offrent. Ce sont des outils. C'est l'outillage pour pouvoir créer un climat, l'outillage pour faire un questionnement. C'est donner, par exemple, c'est une porte de créativité. Et c'est ce que j'aime dans la théorie du choix. C'est-à-dire rendre l'enfant assez créatif pour pouvoir être en contrôle intérieur et dépasser le contrôle extérieur. C'est-à-dire être en satisfaction et avec moi-même, avec outre cette satisfaction extérieure. Euh, Peut-être pour vous, comment dire, rapprocher un peu de l'image d'un enfant qui peut avoir une difficulté d'apprentissage et peut devenir agressif et projette comment dire, ce qu'il ne peut pas avoir sur un autre enfant, peut être agressif. Comment dire, euh, il peut avoir des zones d'ombre. Et ces zones d'ombre, c'est important d'aller chercher avec l'enfant jusqu'à ça peut euh, où ça peut aboutir. Pourquoi il délaisse la classe, pourquoi il veut sortir, pourquoi il va et vient aux toilettes, pourquoi il n'arrive pas à s'asseoir en classe malgré qu'il n'est pas hyperactif, malgré qu'il n'est pas de nature d'apprentissage, il n'a pas un circuit d'apprentissage qui est kinesthétique, c'est-à-dire c'est un enfant qui bouge parce que il n'a pas de lien un lien pas affectif, mais un lien solide avec l'école, avec l'apprentissage, avec les devoirs. Il coupe les liens. Et toute personne qui coupe les liens, c'est une personne qui se renferme sur elle-même. Alors, en cherchant les vouloirs des enfants, en cherchant ces images, alors je fais un exercice que les enfants aiment bien, c'est qu'on découpe un peu des revues, des images que représente l'école pour lui, qu'est-ce qu'il veut de l'école, il va choisir un homme par exemple en train de, un homme qui est en train peut-être de former des gens ou un enseignant qui a une panoplie de personnes en face de lui. C'est-à-dire, il a une image. Pour lui, de réussir, c'est de passer un apprentissage, de donner de l'apprentissage, de donner une information. Et ce sont en général des enfants que lorsqu'ils connaissent des choses, ils sont dans le partage. Le partage de l'information. Parce qu'ils sont tellement contents, ils ne veulent pas que les autres soient en difficulté. Alors, passons après. Alors, en général, William Glasser a parlé des habitudes nocives. Et c'est un peu le cas lorsqu'un enfant il a une difficulté d'apprentissage, on va se trouver devant un enfant qui n'est pas encouragé, qui est un enfant qui est, on va pas dire opprimé, mais plutôt un enfant qui subit des jugements. On est tout le temps, on le juge. C'est un enfant qu'on ne soutient pas beaucoup.
C'est un enfant qu'on blâme. On est en train toujours de se plaindre de lui, d'harceler, de punir. Ou plutôt, c'est un enfant roi. Comment dire, c'est un enfant qu'on est en train toujours de récompenser pour contrôler. Mais en fin de compte, il va devenir un enfant roi parce qu'il est incontrôlable. Il devient incontrôlable parce que il est dans l'impulsivité. C'est une personne qui il y a un chamboulement de sentiments parce qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Alors, William Glasser a proposé quelques habitudes positives qui peuvent créer un lien avec nos enfants. Et l'enfant qu'on a en séance, c'est le fait de le soutenir, encourager, écouter, l'accepter tel qu'il est. Le travail que je fais avec un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, c'est d'accepter le réel. Je suis un enfant qui a une difficulté d'apprentissage, j'ai des compétences, ils sont grands, on le sait, ce sont des enfants qui sont très intelligents, mais qui ne savent pas gérer les informations qu'ils ont peut-être. Ils ne savent pas les traiter. Le traitement d'informations, il est un peu en dysfonctionnement chez les enfants. Alors, le fait de donner de l'information et répondre aux questions que ces enfants posent font que font que lorsqu'ils arrivent on arrive en thérapie à la phase d'auto-évaluation, c'est-à-dire ce que j'ai plutôt, ce que je veux, à quoi je tends et à quoi je veux arriver n'est pas en équilibre, n'est pas en adéquation avec ce que j'ai en main, en général, fait un déséquilibre, fait une souffrance qui mène l'enfant en général à se comporter de manière pour éviter juste de parler d'agressivité, parce que ce ne sont pas tous des enfants agressifs ou qui ont des troubles de comportement, mais par exemple de ne pas se retirer, ne pas être, se dire que je suis une personne nulle, laisser baisser les bras. Ce sont en général des enfants qui baissent les bras parce que leur estime de soi avec le temps baisse. Tellement ils sont réprimandés, tellement ils sont pas en reconnaissance, ils n'arrivent pas à subvenir à un besoin de pouvoir et de plaisir. Ils perdent même le besoin de plaisir parce que l'apprentissage en fin de compte, c'est du plaisir. On le sait tous. Si on n'a pas plaisir à faire quelque chose, on laisse en faire en fin de compte. Si cette tâche ne nous procure pas une sensation de plaisir, c'est une tâche qui est désagréable. Et ce sont des tâches, en fin de compte, si on les fait tout le temps et qu'on ne les accepte pas, on peut dériver vers une dépression. Et il y a des enfants, hélas, qui tombent vraiment dans des dépressions infantiles à cause des difficultés d'apprentissage. C'est pour cela que la thérapie en général, elle est aussi importante que l'accompagnement. Et la thérapie du réel donne à l'enfant en général, je parle de mes séances, cette motivation, lorsque toutes ces images auxquelles il veut tendre sont plus claires. Lorsque la perception, comme on a dit, c'est que un enfant, pour lui, être un enfant intelligent, c'est avoir un 10 sur 10. C'est une personne qui peut être médecin, ou être pilotaire, ou alors pilote de bord. En général, ce sont des perceptions qu'ils ont du monde extérieur et qui font que ce sont des perceptions qui leur jouent des rôles.
C'est-à-dire, ce sont des perceptions qui vont leur laisser toujours un goût amer après une note qu'ils ont en classe, après une réponse qui est une erreur, un oubli. Ce sont des enfants qui oublient beaucoup. On parle là de troubles d'apprentissage, c'est-à-dire ils vont oublier les choses, les tâches qu'on leur a données, une information qu'on a donnée ici même. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont perdre le goût de l'apprentissage. Alors, la meilleure chose, c'est de satisfaire cet apprentissage, cette réalisation et ce besoin de contrôle sur nos compétences dans des séances. On commence par des exercices qui sont faciles. Connaître leurs compétences réelles, c'est important pour un enfant. Qu'est-ce qu'il sait faire vraiment et qu'est-ce qu'il fait pour avoir ce qu'il veut. Et là, on parle de comportement global. On sait bien que William Glasser, c'est une personne qui a donné beaucoup d'importance au comportement global et qui a donné une analogie concernant ce comportement global en le comparant à une voiture, tel que le comportement chez William Glasser, global bien sûr, bon, il est composé de 4 composantes. Il y a l'action, il y a la pensée, il y a les manifestations physiologiques et il y a aussi les émotions. Alors, il dit que c'est vrai, en général, le comportement, c'est ce qu'on voit. Mais le plus important pour lui, c'est qu'il dit comme quoi les 2 roues qui sont en avant, ce sont des roues qui sont l'action et la pensée. C'est-à-dire que ce sont des roues directrices. C'est-à-dire ce sont des roues qui peuvent diriger notre vouloir, qui peuvent diriger notre comportement. Alors que les émotions et les manifestations physiologiques, c'est le signal de la non-satisfaction des besoins. Et c'est ce qui va motiver notre comportement. Et le fait de faire comprendre et apprendre à l'enfant que le comportement avec une voiture, avec un dessin qu'on va faire, avec des puzzles qui sont spécifiques à la théorie du choix, et lorsqu'il va voir comme quoi son comportement, ce qu'il fait pour arriver à ce qu'il veut, c'est quelque chose qui, c'est-à-dire le comportement présent, ne l'aide pas à satisfaire ce qu'il veut, ne l'aide pas à arriver à ce qu'il veut, à satisfaire un besoin, à être ce qu'il veut. Alors là, cette auto-évaluation, elle est parfois dure. Et on va pas, nous-mêmes, c'est pas évident pour nous lorsqu'on est devant une situation qui est un peu le miroir de ce qu'on attendait. C'est-à-dire, est-ce que je suis arrivé à ce que je veux? Peut-être qu'après cette intervention et le fait de ne pas voir des personnes connectées, où là il n'y a pas de vue, de vue après cette conférence, peut-être que je vais être en souffrance, peut-être que je vais m'auto-évaluer et peut-être que ça sera dur, peut-être. Inch'Allah, ça ne sera pas le cas parce que la formation en théorie du choix, et ça c'est le plus important, c'est elle t'aide à aller de l'avant, c'est-à-dire à faire des plans. Je m'auto-évalue, il y a une auto-évaluation, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience de ce que ma souffrance, d'où elle vient, de ces zones d'ombre où elle me mène, de voir si clair dans cette eau
qui est moi dans ce miroir, mes comportements, et est-ce qu'ils peuvent me donner ce que je veux, malgré sa douleur, c'est quelque chose qui va être une motivation et comment dire, un moteur acteur qui va me laisser travailler sur mes pensées et mes actions. Qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que je peux faire après pour arriver à une meilleure conférence? Pour l'enfant, qu'est-ce que je peux faire lui, il va penser, moi et lui, parce que c'est difficile pour un enfant. C'est bien de le faire réfléchir, mais l'important de ne pas le laisser nager tout seul. Alors on nage tous les deux, on cherche tous les deux, on explique, c'est lui qui m'explique bien sûr, et je suis là en soutien, je suis là pour l'écouter, pour accepter ce qu'il me dit et pour me préoccuper de lui, respecter ses choix et aussi arriver à négocier avec lui une façon de faire. Et c'est ce qui manque un peu dans nos classes. Désolée de le dire. En général, il y a une charte qui est faite, qui est préétablie, et c'est pas une charte qui est faite avec nos enfants. Alors, en général, on commence, et je commence avec, comment dire, une charte, ou là, un goulot, c'est pas, mais on négocie comment travailler, moi et lui, dans le cadre où on est. C'est-à-dire, pour être plus explicite, c'est, par exemple, venir à l'heure, ramasser, par exemple, les affaires après qu'on termine. Ce sera un travail qu'on va faire moi et lui. Si ça déborde, alors, tout ce qui est bien. Yeah. Et si ça déborde? Et si je ne fais pas venir mes devoirs? Par exemple, parce qu'il y a toujours des exercices à faire, bien sûr, il y a toujours, et ça, c'est le plus de la thérapie du réel, il est dans la planification simple. On va faire des objectifs qui sont simples, des objectifs qui sont atteignables, qui sont, par exemple, dans la durée, qui sont pas trop longs, qui sont pas plus grands que mes compétences et qui ne nuisent pas à l'autre, bien sûr. Parce que, comme on l'a dit en premier lieu, c'est une théorie qui se base sur les liens sociaux, sur les liens avec l'autre. Et comme on a dit que le fait d'être dans une avoir une santé mentale, c'est de pouvoir s'adapter à l'autre, s'adapter à son environnement, avoir des liens qui me procurent une satisfaction et une satisfaction favorable et qui me nuit pas et qui ne nuit pas à l'autre. Pour ne pas tomber dans le circuit de la psychologie de la victime ou de la dépendance affective. Alors, on a dit que la différence entre ce qu'on a et plutôt ce qu'on veut et ce qu'on a, ce que l'enfant veut en classe, en séance avec moi, ce qu'il a en fin de compte, c'est ce déséquilibre fait que l'enfant prend un comportement qui, bien sûr, en classe et peut-être même en séance avec moi, peut ne pas satisfaire ses besoins. Et le plus important, c'est le besoin d'appartenance et de plaisir dans le travail. Alors, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des comportements qui nuisent à ses relations. Parce qu'il veut nuire aussi, plutôt, pas nuire, mais couper. Il arrive à couper pan avec l'école, avec l'apprentissage, parce que c'est si difficile pour lui. Alors, lorsqu'il arrive à un déséquilibre, il se comporte, il choisit un comportement, mais
pour s'auto-évaluer est un peu difficile, car il est toujours, on pointe toujours le point sur lui. Alors il va se défendre. Il est toujours, en fin de compte, en réaction de se défendre, de voir qu'il n'a pas fait, que c'est, comment dire, de projeter ses peurs et ses frustrations envers l'autre. Alors lorsqu'il s'auto-évalue, en notre présence, bien sûr, on ne va pas faire durer la frustration parce que c'est une frustration. Alors, on va passer à faire des actions, c'est-à-dire ou à penser ensemble comment on peut se comporter ou choisir le comportement qui peut satisfaire nos besoins. C'est-à-dire, par exemple, je pose la question, euh, est-ce que tu as eu, par exemple, quelle est la note qui t'a vraiment rendu content à l'école? Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as eu un compliment par l'enseignante? Il va parler de ça. Alors, on va parler comment il a fait pour arriver à ça, à faire ça. Alors, William Glasser parle d'un système de comportement et que ce système de comportement, il est créatif. Alors, on pousse l'enfant à créer, comment dire, à divorcer, à se séparer des comportements qui lui ennuient, à se rendre compte et prendre conscience que ce sont des comportements qui ne, comment dire, qui ne satisfait, qui ne l'aide pas à arriver à ce qu'il veut. Et après ça, et après le fait de faire comment dire, euh, des objectifs qui sont simples, je passe à une autre étape, c'est de créer des liens avec l'école. Et là, Anna, je me déplace. C'est quelque chose que la thérapie du réel peut, comment dire, rend légitime. C'est le fait de se déplacer vers l'école, vers l'enseignante, prendre contact avec l'enseignante, rendre, par exemple, la perception des parents par rapport aux résultats de ses enfants autre que ça, plutôt faire et prise et prendre et bien sûr c'est un travail aussi avec les parents, avec les enseignants, c'est question de Allah yajzihum bi khair, qui vraiment ils sont à l'écoute, ils arrivent au fait que de changer les perceptions, donc les images qui sont dans la tête des parents par rapport à leur enfant, cet enfant parfait qu'on a si beau réfléchir à ça, le souhaiter, rêver à l'avoir, rêver à ses notes, je veux qu'il soit meilleur que son cousin, je veux qu'il soit comme son cousin. Alors, tous ces engrenages font que l'enfant devient un symptôme. Il devient, comment dire, un symptôme de la famille. Il devient un problème et sur quoi كما كنقولوا كنكبوا كاع المشاكل. Il peut parfois arriver que même les parents ils sont en conflit entre eux par rapport à la façon comment l'enfant on peut l'aider à apprendre. En fait de compte on devient des parents sauveteurs et des parents qui sont en train de faire le devoir, de parler à l'enseignante, de prendre les devoirs, d'être toujours là. Et ça, c'est un peu le moyen que, enfant créateur, et bien sûr, notre système de comportement et celui de l'enfant, crée pour couper pan avec l'école, pour couper pan avec sa souffrance. C'est quelque chose qui ne le satisfait pas. Et devient le parent quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour que l'enfant apparaît, soit perçu par l'école, par les amis, comme un enfant qui n'a pas de difficultés.
Et j'ai eu vraiment des personnes qui n'ont même pas voulu accepter la chose. C'était, malgré qu'ils sont d'un niveau intellectuel qui sont grands, ils ont, comme ils l'ont dit, on ne veut pas qu'ils soient étiquetés. Mais l'étiquetage, ils ont un peu raison. Mais aussi, il y a un point, c'est que ils ont... oui, si souhaité, c'est vrai, l'enfant devient une préoccupation primordiale de la famille. C'est que il n'arrive même pas à pouvoir avoir leur temps à eux parce qu'il y a tout un, tout un processus qui se forme, qui se lie à cet enfant. Comment on va, il doit aller à la psychomotricienne, il doit aller chez le psychomoteur, il doit aller chez la psychothérapeute, il doit aller, on doit recevoir par exemple, la maîtresse qui fait les cours de soutien, c'est-à-dire il y a tout un processus qui rend l'enfant et les parents non dans un processus de plaisir, ils sont plus dans la souffrance que dans le plaisir et devient un enfant symptôme. Un enfant, comment dire, un enfant symptôme. Alors, pour arriver un peu à comprendre comment le lien, et on va terminer avec ça parce que j'ai pris beaucoup de votre temps, je vous remercie beaucoup, mais on va revenir sur ça, Inch'Allah, dans une autre séance, c'est que le plan qu'on fait avec l'enfant en difficulté d'apprentissage ou avec trouble d'apprentissage, c'est de pouvoir, en premier lieu, créer le lien avec l'apprentissage, avec des outils qui sont créateurs, le faire, comment dire, dans ma séance, je rends l'enfant actif, c'est-à-dire on crée ensemble l'exercice à faire. Par exemple, on a fait dans une séance un exercice, il a eu pas mal de... Maintenant, c'est à ton tour de créer un jeu ou un exercice que tu vas me proposer, tu vas me mettre en défi. Alors, on trouve un enfant avec des yeux très grands, qui est très satisfait, qui est... bien sûr, il a un peu, mais comment je vais faire, mais on crée chez lui le plaisir de faire l'expérience, qu'elle soit, comment dire, avec un résultat positif ou négatif en fin de compte. Et c'est ce que je dis en fin de chaque séance à un enfant. Qu'est-ce que tu as gagné en ces séances? Quels sont les bijoux que tu as gagnés? Seulement une chose. Parce qu'en fin de compte, on a dit que les objectifs doivent être atteignables. Moi, mon objectif, c'est pas de rendre cet enfant super doué ou une personne qui a un quotient d'intellectuel surdoué, mais juste d'aider l'enfant à pouvoir se réaliser en classe, pouvoir faire voir ses compétences. Il a vraiment des compétences qui sont extraordinaires, mais à force de les comment dire, à force de les comment dire, de les préserver, de les nier, qui vous lit dans une claustration, qui vous lit cède à la race, qui vous lit, il n'arrive pas à nous faire voir. C'est comme, je le dis toujours, c'est comme un diamant. Floul, mais il n'est pas assez beau que ça. Mais c'est le travail, c'est l'entraînement, c'est le fait qu'on va le faire briller qui va faire que cet enfant va être un enfant brillant. Et le plaisir qu'il nous donne à faire ces tâches, c'est ça qui fait que l'enfant
veuille avoir un lien avec moi, avec l'école, avec son apprentissage. Alors, Anna, je vais terminer par ça, que la thérapie du réel est le moyen, un moyen parmi d'autres bien sûr, qui fait que l'enfant puisse rétablir un lien avec son école, avec l'apprentissage, avec ce qu'il veut être, parce qu'on tous, on a une image à quoi on veut tendre, qu'on veut réaliser dans cette vie. Et je vais vous donner, Inch'Allah, la prochaine fois, quelques astuces, parce qu'une heure, elle est un peu le temps passe si vite qu'on n'arrive pas à dire tout ce qu'il faut. Et bien sûr, euh, je vais vous demander, ou là plutôt vous dire comme quoi, Inch'Allah, il y aura, si vous voulez connaître plus, être des intervenants par la thérapie du réel, des intervenants plutôt des intervenants auprès des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Il y a une formation qui aura lieu en fin de septembre. Et Inch'Allah, vers le mi-octobre, vous allez avoir les dates pour ceux qui... Oui, oui, monsieur Souali, il faut avoir une ambiance de confiance entre les différentes parties. Alors, ce climat, sans confiance, on ne pourra pas euh, s'auto, arriver à l'auto-évaluation. C'est pour que l'enfant ou n'importe quelle personne puisse écouter et comprendre ce que à quoi vous voulez arriver, c'est un peu difficile. Le fait de se dire que les comportements que je fais, mes pensées, mes actions me sont défavorables, vraiment, comme je l'ai dit, c'est une souffrance. Elle, elle donne une souffrance. On est mal à l'aise par rapport à ça. Alors, c'est pour cela que arriver à une confiance mutuelle entre les parties. Maintenant, j'ai parlé plus, moi, en séance. La prochaine séance sera, Inch'Allah, par rapport à l'école, pour les enseignants qui sont intéressés. Ils peuvent bien la suivre. Le processus qu'on peut, par exemple, suivre pour que les enfants en classe, pour gérer notre classe et pour que les enfants puissent satisfaire leurs besoins et puissent, comment dire, sortir les bijoux qu'ils ont et comme ça avoir une classe qualité. La qualité, c'est ce qu'on en fait et la qualité, c'est une création. C'est-à-dire, il n'y a pas de mesure, mais plutôt il y a une, comment dire, c'est une place où les compétences peuvent se... C'est un cadre où les compétences peuvent être euh, exploitées. Les compétences peuvent aller au-delà de ce qu'ils peuvent donner. Et c'est quelque chose qu'on peut voir, Inch'Allah, la prochaine fois. J'espère que je vous ai un peu aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez, on prend 5 minutes pour les questions. Et on va terminer notre séance. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Même en arabe, il n'y a pas de problème. Je peux répondre en arabe. De rien, merci à vous, vous êtes là. Et ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et j'espère vous voir aussi une autre fois. Pourquoi pas. Alors, on se revoit avec une autre personne, Inch'Allah, la semaine prochaine peut-être.